Bonjour Monsieur Suc. Bonjour. Merci de nous accueillir ici au sein de la salle du Conseil communautaire, donc de la communauté de communes du Pays de Bitche. L'année 2023 vient de se terminer sur une bonne nouvelle pour le Pays de Bitche. L'art verrier est désormais reconnu au niveau international avec une reconnaissance à l'UNESCO. Comptez-vous maintenant vous mobiliser pour aider les petits artisans qui eux aussi souhaiteraient se développer sur le Pays de Bitche? Comme vous le dites, effectivement, l'année 2023 s'est terminée sur quelques bonnes nouvelles. Alors, vous avez évoqué le classement par l'UNESCO. Je crois que c'est la démonstration de la reconnaissance de l'État, de la population, de ces métiers particuliers, de cet artisanat d'art. Et au travers de cela, c'est aussi l'occasion pour nous de démontrer nos savoir-faire et notre capacité aujourd'hui à porter ce territoire sur des axes nouveaux. Et vous savez qu'on travaille beaucoup sur les métiers d'art. Nous avons le verre, nous avons le bois, nous avons le grès. Et cette reconnaissance nous permet aussi aujourd'hui de pouvoir valoriser ces métiers qui sont particulièrement difficiles au travers de l'apprentissage. Un verrier confirmé est un verrier qui, au bout de 10 ans, a évidemment toutes ses capacités en matière d'expérience. C'est aussi la démonstration que nous devons continuer à nous battre pour faire entendre notre richesse et nos particularismes. Et puis les métiers d'art, je crois que c'est évidemment le site verrier. C'est Saint-Louis, ce sont plus de 500 emplois, c'est cette capacité que nous avons d'organiser une destination et puis de faire partie évidemment de ces grandes richesses non délocalisables. Un autre grand dossier qui a marqué cette année 2023 et que vous avez suivi en tant que président de la communauté de communes du Pays de Bitche, c'est la santé. Ça a été un axe prioritaire de la CCPB. Un contrat local de santé a été signé l'été dernier, en 2023. Où en est-on sur le développement des offres de santé sur le territoire du Pays de Bitche? Alors, vous avez évoqué la santé, on aurait pu évoquer la mobilité, on aurait pu évoquer l'engagement de l'intercommunalité. On le fera juste après. Dans un certain nombre de sujets. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que l'intercommunalité se saisit de tous les sujets qui peuvent améliorer le quotidien de nos habitantes et nos habitants. Se saisit de tous les sujets qui, depuis des années, interrogent et sur lesquels le territoire doit s'exprimer, doit prendre toute sa part parce qu'on a besoin de devenir acteur. Et donc, nous avons pris la compétence santé, nous avons pris la compétence mobilité, nous avons pris ces décisions pour nous permettre d'être un acteur incontournable lorsqu'il s'agit d'exprimer la spécificité. J'aurais pu vous parler du territoire éducatif rural. Tous ces sujets nous permettent aujourd'hui de pouvoir travailler avec l'État, avec la région, le département, et je voudrais saluer ces rapports partenariaux de qualité. Et puis, cela nous permet ensuite de pouvoir accompagner les professionnels de santé dans des mesures spécifiques. On parle de la télémédecine, on parle de l'imagerie, on parle d'un certain nombre d'animations autour de la prévention. Donc, c'est des sujets qui avancent, qui évidemment sont longs, mais je crois que l'intercommunalité doit pouvoir aujourd'hui travailler sur ces sujets profonds, ces sujets qui sont importants et qui demain feront la différence lorsqu'on parlera du Pays de Bitche en matière d'attractivité, en matière de dynamisme, en matière de jeunesse, en matière de démographie et puis de services de manière globale. Dans ce cadre-là aussi, nous avons signé une convention pour la Maison France Service. Et on a ce vrai souhait aujourd'hui de devenir un acteur de premier plan à côté des communes et des grandes collectivités. Avez-vous peut-être des exemples un peu plus au niveau local à nous donner à ce sujet? C'est vrai que l'hôpital de Bitche, il y a eu des consultations mises en place avec des médecins généralistes il n'y a pas si longtemps que cela. Il y a certainement aussi peut-être d'autres exemples de projets qui ont avancé au courant 2023 au niveau de la santé. Il y a des projets qui ont avancé naturellement. Nous avons doté les EHPAD d'un certain nombre de matériel. Il y a un projet qui avance aussi sur toutes ces animations autour du sport, puisque le sport est le premier vecteur indiscutablement en capacité d'améliorer la santé ou en tout cas de prévenir un certain nombre de risques. On a évidemment sur ces sujets-là beaucoup de réunions parce que c'est important de pouvoir concerter, de pouvoir accompagner les professionnels de santé qui, dans cet esprit de complémentarité, ont lancé une CPTS qui est donc une structure associative qui regroupe les professionnels de santé et l'intercommunalité a eu l'honneur de pouvoir leur mettre à disposition un bureau à Rohrbach. En tout cas, on se veut accompagnant, on se veut dans cette dimension de pouvoir apporter la voix du territoire, les moyens du territoire à toutes celles et ceux qui veulent s'engager sur ce territoire, quelle que soit leur profession. On pourrait évoquer évidemment les acteurs économiques, on pourrait parler de la plateforme J'achète Beachland. Et je crois que l'intercommunalité doit devenir de manière très concrète ce facilitateur et puis cette collectivité qui ensuite défend nos habitants et nos entreprises. On l'a évoqué auparavant, la mobilité est aussi un enjeu majeur ici pour le territoire du Pays de Bitche. Le territoire est encore majoritairement dépend de la voiture aujourd'hui.
Mais il y a des projets qui ont avancé au courant 2023. Est-ce qu'on peut en évoquer quelques-uns? Oui, on peut évoquer évidemment la volonté forte de la communauté de communes d'investir ce domaine-là, avec un travail remarquable qui a été conduit à la fois par les services sous l'autorité du vice-président. Et donc, en fin d'année, c'est 10 millions d'euros de travaux que nous avons validés dans le cadre du plan de financement que nous allons solliciter. Naturellement, nous aurons à valider ensuite les tranches, mais 10 millions d'euros d'investissement dans le cadre de la mobilité, parce qu'on souhaite aujourd'hui connecter les territoires, connecter le territoire du Pays de Bitche avec les pistes cyclables qui sont du côté de l'Alsace, du côté de Sarreguemines, et puis parce qu'on souhaite aujourd'hui les collèges, les sites touristiques, les sites culturels, les zones d'activité, qu'elles puissent aussi profiter à un moment donné d'infrastructures en matière de mobilité, parce qu'on sait que la voiture est évidemment un moyen de locomotion qui est important, mais il y a le vélo électrique, il y a la marche, il y a évidemment aussi toute la question du ferroviaire sur laquelle nous travaillons de manière importante avec un rapport très étroit avec la région qui a validé le principe évidemment que Bitche-Niederbronn pourrait devenir ce premier axe qui pourrait être mis en œuvre à partir du moment où l'expérimentation qui est conduite par un constructeur est concluante. Donc ce sont des sujets qui pour nous sont essentiels parce qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir un territoire connecté, aussi sur le plan des mobilités, et puis en même temps on conduit un travail sur la capacité à organiser au sein du Pays de Bitche dans le cadre de notre compétence, par exemple un transport à la carte ou un transport régulier à destination des villages qui assument un rôle de centralité, dans lequel on trouve un certain nombre de services à destination de publics que nous devrons identifier. Donc il y a un vrai travail de fond, cela prend du temps, je crois que c'est important de mesurer d'où l'on vient, de mesurer aussi aujourd'hui la volonté de l'intercommunalité de se saisir de tous ces grands dossiers. Il n'y a pas un dossier sur lequel l'intercommunalité considère qu'elle ne doit pas s'intéresser ou qu'elle est trop petite. Sur le plan financier, sur le plan de la démographie ou sur le plan de la structure. Cela démontre aussi l'appétit et l'ambition de l'intercommunalité et on a de nombreux sujets qu'on pourrait aborder. Le projet que vous évoquiez à l'instant au niveau du ferroviaire, c'est Drézy. Est-ce qu'on peut s'attendre aussi à des avancées déjà au courant 2024 ? Ce sont les constructeurs qui vont expérimenter un outil et cela ne relève pas de choix politiques. Les décisions politiques que nous prenons avec la région et j'allais dire même avec le département, c'est déjà de s'organiser autour d'une étude de mobilité qui a été conduite, qui est en cours d'être mise en œuvre par le département, où naturellement l'intercommunalité est dans le copilotage, avec une association très impliquée sur les questions de mobilité, qui est l'association Sarreguemines Bitche-Niederbronn, que vous connaissez, présidée par le maire de Lemberg. Et donc on a ce travail concerté autour duquel on retrouve évidemment les élus régionaux, les élus départementaux, les élus alsaciens avec lesquels nous avons d'excellents rapports, puisque nous partageons cet espace qui sont celui des Vosges du Nord. Ils sont loin de Strasbourg, on est loin de Metz, mais en définitive, on est dans un territoire profondément environnementalement protégé, et puis un territoire qui aujourd'hui, au travers des métiers d'art, au travers d'une économie de circuits courts, au travers d'une préservation de l'environnement, intéresse les jeunes, à partir du moment où ils ont les services publics. Et dans ce cadre-là, on s'engage sur la santé, sur la mobilité, on s'engage sur une politique familiale. Et j'ai eu une réunion assez récente avec le colonel Crissement, où l'intercommunalité va s'engager à développer toutes ces politiques familiales autour des crèches, par exemple. Et donc, ce sont des sujets importants qui sont des sujets qui prennent un peu de temps, parce qu'ensuite il faut se battre. On pourrait évoquer évidemment toutes les questions de l'enseignement. Vous savez qu'on a qu'on a un lycée, le lycée de Bitche, le lycée général et le lycée professionnel, où là aussi on doit se mobiliser pour essayer de développer les filières en lien avec le monde de l'entreprise. Il y a sur Bitche une capacité d'internat qui aujourd'hui est réduit à un nombre de places limitées parce qu'il faut des investissements forts et qui peut répondre aujourd'hui à une demande des familles pour des raisons de spécificité d'enseignement qui souhaitent mettre leurs enfants internes. Et donc ce sont tous ces sujets-là sur lesquels l'intercommunalité souhaite s'engager. Je parlais de l'internat et de l'enseignement. Vous avez pu mesurer qu'on s'est engagé à conduire 1 500 000 € de travaux pour sécuriser les accès des 3 collèges. Parce que pour nous, c'est important que ces collèges soient sécurisés à la fois pour les élèves, pour les parents et puis surtout porter ces 3 collèges évidemment dans une approche qualitative qui doit être indiscutablement au rendez-vous. Voilà. Donc ce sont des sujets sur lesquels on s'engage.
Donc plusieurs axes prioritaires, si je comprends bien, en 2023 et qui vont se poursuivre en 2024, notamment sur l'éducation et la sécurité autour des établissements. Il y a aussi un autre point qui a été évoqué très récemment au niveau de la communauté de communes, c'est la procédure de retrait du SIDEM qui a été engagée lors du dernier conseil communautaire. Les habitants du Pays Biche doivent-ils s'attendre à des changements sur le gestionnaire des déchets ménagers à partir de 2024, au courant de l'année 2024 ? Alors c'est un dossier évidemment que vous connaissez. On sait aujourd'hui que la question de la tarification se pose entre la redevance et la taxe. On sait aujourd'hui que la question du coût de la gestion des ordures ménagères se pose et que nous savons tous que sur le territoire du SIDEM, le coût est un peu plus important qu'ailleurs. Et donc quelques décisions ont été prises. La première, c'est une tarification blanche de juin à décembre 2023 pour mesurer à un moment donné les conséquences, pour que la population puisse commencer à imaginer ce que demain pourrait être leur participation à la gestion des ordures ménagères. Et donc ce travail va se poursuivre en 2024 pour une mise en place de la redevance, pas au 1er janvier parce que voilà, on mesure bien évidemment qu'un certain nombre d'analyses doivent encore être conduites, mais la question de la mise en place de la redevance se posera et on peut imaginer que cela soit organisé à la lumière des débats que nous aurons, mais on peut valablement imaginer que ça se mette en place à partir du 1er janvier 2025. Ensuite, il y a la question du SIDEM. Vous savez qu'on s'est beaucoup interrogé, l'intercommunalité a conduit un certain nombre d'études, a réalisé du sourcing et on sait aujourd'hui qu'on peut réaliser des économies substantielles si nous avions d'autres prestataires, d'autres partenaires pour ensuite valoriser les ordures ménagères. Et donc j'ai eu une discussion avec le président Roth, voilà, qui comprend tout à fait la démarche. On s'est entendu qu'on allait se rencontrer pour préciser aujourd'hui les conditions de retrait. Et donc l'objectif aujourd'hui, c'est de sortir du SIDEM, c'est de pouvoir négocier avec le SIDEM le coût de retrait. Et on a quelques évaluations qui ont été conduites puisque nous avons une étude qui a été menée pour le compte de l'intercommunalité. Et donc le retrait du SIDEM n'aura pas de conséquences directes sur notre population dans le cadre de la gestion des ordures ménagères, puisque le prestataire qui enlève aujourd'hui les ordures ménagères est un prestataire de l'intercommunalité. Ce qui changera, c'est la valorisation et le coût de valorisation des ordures ménagères une fois qu'ils quittent le Pays de Bitche, puisqu'on peut imaginer que tout n'aille plus au niveau du SIDEM, mais aille vers d'autres partenaires, étant entendu que le SIDEM peut naturellement, demain, s'il le souhaite, être notre partenaire pour conduire une valorisation de telle ou telle ordure ménagère. Donc ce travail est en cours d'élaboration, nous avançons. C'est un dossier qui est très lourd, vous l'imaginez bien, puisqu'il faut aussi intégrer, et c'est un travail qui va être conduit, les hausses, puisque ce qu'on avait imaginé dans les grilles tarifaires de la redevance, c'était par rapport au coût des ordures ménagères, voilà, il y a quelques mois. Aujourd'hui, le SIDEM a revu les contributions, donc les hausses des tarifs doivent pouvoir être assimilées, et donc on devra conduire les réflexions, les études. Donc ce travail se poursuit naturellement de manière assez forte en 2024. Alors restons ensemble sur ces questions qui touchent à l'environnement. Vous êtes également, à côté de votre fonction de président de la communauté de communes du Pays de Bitche, 3e vice-président du département de la Moselle, notamment en charge de l'environnement. Quels projets environnementaux souhaitez-vous, peut-être un peu plus à l'échelle départementale, développer au courant de l'année 2024 ? Alors vous savez qu'au département, on a un certain nombre de responsabilités, notamment les espaces naturels sensibles, qui sont des espaces remarquables, tant ils sont riches sur le plan de la biodiversité, sur le plan évidemment de l'intérêt qu'ils apportent ensuite évidemment à nos concitoyennes, à nos concitoyens et l'environnement de manière générale. Et donc il y a une volonté très forte, c'est de travailler avec les intercommunalités pour les mettre en valeur, de pouvoir leur permettre à ces ENS d'être connus, de permettre d'avoir ces ENS comme des lieux un peu techniques pour expliquer ce que c'est l'éducation à l'environnement, enfin ce que c'est l'environnement au travers de l'éducation à l'environnement, de pouvoir expliquer à celles et ceux qui le souhaitent, les collégiens, les lycéens, les publics, nos habitants, de pouvoir se rendre compte de la richesse que nous avons sur ces espaces naturels sensibles. Et donc ce travail est en train d'être mené au niveau des départements et je le conduis avec un certain nombre d'élus. Par exemple sur le Pays de Bitche, nous avons 2 grands espaces naturels sensibles sur lesquels le département nous accompagne à 50% de subvention. C'est 500 000 € de travaux qui vont être conduits pour permettre à l'ENS de la Schwalbe, donc autour du moulin des Schuller, et à l'ENS de la Horne, en face du groupe scolaire de la Horne, de pouvoir accueillir demain, dans le cadre du territoire éducatif rural, dans le cadre d'une valorisation, d'une promotion touristique, des touristes, des jeunes, pour aller découvrir les espaces remarquables, d'aller pouvoir découvrir évidemment la biodiversité, de pouvoir devenir un espace technique pour ensuite pouvoir mieux maîtriser, mieux découvrir la théorie qui est enseignée. Et donc on est dans ce rapport de proximité. Ce qu'on souhaite naturellement, c'est de concentrer
nos efforts sur la valorisation des circuits courts. On a sorti un marché public au niveau du département pour permettre aux collégiens de consommer des productions et des produits locaux. Et donc ce sera de la viande de la Moselle qui va être servie dans les 90 collèges de Moselle. Et donc on conduit comme ça un certain nombre de travaux. Par exemple, on met un accent très fort à pouvoir désartificialiser les cours dans les collèges, de pouvoir mettre en place un certain nombre de plantations, parce qu'on doit se rendre compte aujourd'hui que si la puissance publique n'entraîne pas, la puissance publique n'est pas exemplaire, évidemment, pour nos concitoyens, cela devient compliqué d'imaginer demain investir, avoir des conduites qui sont radicalement différentes. Et donc on assume ce rôle précurseur d'expérimenter, d'innover, d'accompagner, d'expliquer. Et donc on va le poursuivre. Au niveau de la préservation de la biodiversité, les forêts est vraiment aussi un grand enjeu depuis 2023 et même ces dernières années. C'est vrai que ça s'accentue un peu plus au niveau des préoccupations des habitants, puisqu'on l'a vu malheureusement au niveau national aussi, il y a eu plusieurs incendies de forêt au cours de l'été dernier. Les températures ont tendance à augmenter de quelques degrés chaque été. Est-ce qu'il y aura également des projets allant dans ce sens pour la préservation de nos forêts? C'est vrai que c'est un enjeu ici aussi sur le territoire du Pays Beach. Oui, c'est un enjeu mondial et je crois qu'on ne peut qu'espérer que nos gouvernants, que nos responsables assument la prise de décision qui soit forte et qui soit radicalement à l'opposé de ce qu'on voit assez régulièrement. Je crois que nos populations mesurent aujourd'hui l'évolution climatique. Nos populations sont en attente de solutions, sont en attente de pouvoir prendre des réflexes, prendre des décisions qui puissent contribuer à la résorption du réchauffement climatique et naturellement à l'empreinte carbone. Et donc il faut que nos élus, de manière globale et générale, prennent davantage de décisions importantes. Ce qui n'empêche que chaque élu, chacun à sa place, doit pouvoir adopter les bons gestes et les bonnes attitudes. C'est sur la consommation d'énergie, c'est sur l'isolation des bâtiments, c'est sur la consommation locale. C'est cette attitude au quotidien qui nous permettra de pouvoir négocier ces virages importants qui sont ceux évidemment de la réduction de nos empreintes. Et donc naturellement le département prend des décisions courageuses, nous en prenons au niveau de l'intercommunalité, mais je crois que nos populations doivent aussi mesurer que ce qui était vrai hier le sera un peu moins aujourd'hui. On pourrait parler du déneigement, on pourrait parler évidemment de l'éclairage. Enfin, le mode de consommation, notre capacité aujourd'hui à nous interroger doit pouvoir être expliqué et doit pouvoir s'imposer à toutes et à tous. Parce que sinon, évidemment, on ne peut pas continuer à imaginer que les véhicules électriques vont régler les choses ou que les LED vont régler le reste. On est obligé aujourd'hui d'avoir une approche globale et générale sur la façon d'aborder la consommation des richesses naturelles. On parlait de consommation et notamment de circuits courts, le développement des circuits courts, notamment avec l'appel des agriculteurs, qui sont en ce moment en colère. On le voit au niveau national, mais aussi au niveau européen, avec la mobilisation récente des Allemands, mais aussi dans le sud de la France et chez nous aussi, sur tout le territoire de Pays Beach et de Sarreguemines, avec des manifestations qui ont eu lieu fin novembre. Ils souhaitent vivre de leur profession plus que jamais, puisqu'ils reçoivent des aides, mais c'est vrai qu'ils voudraient un peu plus pouvoir vivre concrètement de leur profession sans toucher nécessairement les aides européennes. Quelle est votre opinion sur ce sujet ? Vous connaissez mon parcours, vous savez que j'ai un métier qui est celui d'agriculteur. On a un vrai sujet de société. On ne peut pas considérer que le monde agricole doit vivre uniquement de son produit sans aide, parce qu'effectivement, on arrivera au juste prix et on sait que dans cette population mondiale, un certain nombre auront des vraies difficultés à accéder à une alimentation de qualité. Et donc, que le contribuable, au travers des subventions que perçoive le monde agricole, permette à ce que les produits agricoles soient un peu plus accessibles, je crois que c'est quelque chose qui doit être respecté. On a une difficulté, c'est entre le coût d'achat des produits agricoles et le coût de revente, ensuite dans les étals. On doit s'interroger évidemment d'un certain nombre de hausses qui mériteraient d'être mieux justifiées ou qui mériteraient d'être plus modestes. Premier point. Le deuxième, je crois que le monde agricole doit s'interroger, et les élus aussi. On pousse le monde agricole à se diversifier, le circuit court, c'est naturel, mais à se diversifier aussi sur le plan de l'énergie. Et je crois que plus le monde agricole va produire d'énergie, moins il sera agriculteur. Et plus il va produire d'énergie, plus il sera dans le champ concurrentiel, puisque ce n'est pas son métier de base. Et que le monde agricole, à un moment donné, aura une vraie difficulté d'identité. Parce qu'il y aura l'agriculteur producteur d'aliments et d'alimentation, et puis il y a le producteur d'énergie
qui sera très éloigné d'une production de blé pour le meunier, d'une production de viande pour l'alimentation, ou une production maraîchère ou arboricole pour l'alimentation, parce qu'il n'aura plus que le titre d'agriculteur pour derrière, voilà, produire de la méthanisation, produire du photovoltaïque, et c'est un vrai sujet de société. Et plus un agriculteur produit de ces énergies, moins il sera éleveur. Et plus il fera de la transformation, moins il sera éleveur, parce que les produits qui hier étaient consommés par les aliments se retrouvent pour un certain nombre plutôt dans le méthaniseur. Et donc, on a ce sujet de fond dont la profession agricole doit s'emparer, elle est déchirée entre un objectif de revenu à court terme, et naturellement il faut produire de l'énergie, et leur vrai métier, leur vraie conviction, qui est celui d'être un producteur de biodiversité au travers de sa production agricole à destination de la population qui va s'alimenter avec ces produits de qualité. Et produire de l'alimentation, c'est quand même plus noble que de devenir simplement un énergéticien. Et donc il y a ce vrai débat qui n'est pas terminé. Il y a ce vrai débat qui, de temps en temps, cause de vraies difficultés, puisqu'on a des agriculteurs demain qui imaginent avoir des pâtures de panneaux photovoltaïques. Et où le sous-produit, c'est le mouton qui va gambader entre les poteaux électriques. Et que le vrai produit, à 95% de ce qui va être produit sur ces terrains-là, c'est de l'énergie. Ce n'est pas de la viande. Et on a des agriculteurs qui sont utilisés pour amener, évidemment, du crédit et de la légitimité sur des grands projets photovoltaïques, où on explique parce qu'on va faire des panneaux photovoltaïques, on pourra donner ce terrain, jonché de panneaux, pas très cher à un jeune qui veut s'installer ou qui veut se développer. Et donc vous allez avoir une agriculture qui va dépendre d'une agriculture, voilà, avec des capitaux et des recettes qui sont un peu plus éloignées d'une production agricole. Je place un peu le cadre, mais cela doit nous interroger, parce que par exemple en Moselle, il y a une réduction drastique tous les ans du nombre d'éleveurs et du nombre d'animaux. Ce qui veut dire par conséquent une augmentation tout doucement du prix de la viande. On a une diminution aujourd'hui qu'on commence à observer des productions céréalières au profit de productions qui servent plutôt à entrer dans de la méthanisation. On a une diminution des prairies au profit de productions qui ne vont pas nécessairement chez le meunier ou dans la fabrication d'aliments animaux, mais qui vont tout doucement aussi vers de la production d'énergie. Et donc cela doit nous interroger, parce que je crois que le vrai débat, c'est que nos populations, nous devons collectivement consommer moins d'énergie. Ce n'est pas simplement produire une énergie plus verte pour essayer de se donner bonne conscience par rapport au nucléaire ou par rapport aux centrales. Et je crois que c'est un vrai débat de société dont devrait s'emparer, j'allais dire, l'Europe, le monde agricole au travers des syndicats, parce que nous dessinons la France de demain, nous dessinons ou nous donnons ou pas une capacité d'évolution de nos populations dans un espace préservé, et en même temps on a un impact très rapide sur le réchauffement climatique et donc sur l'existence même d'un certain nombre de populations sur des territoires dont on sait qu'ils vont être frappés rapidement par la montée des eaux ou qui vont être impactés par des migrations météorologiques, parce que voilà, on a des chaleurs qui vont devenir insupportables, et vous l'évoquez, lorsqu'on regarde aujourd'hui les saisons, elles se lissent un peu, lorsqu'on voit les canicules qui nous frappent de plus en plus souvent avec les sécheresses, avec des risques d'inondation, ce dérèglement climatique a un impact directement sur nos populations. Regardons l'évolution de ces 20 dernières années et imaginons ce que cela peut donner si on n'intervient pas et que ce dérèglement se poursuit au même rythme dans les 20 prochaines années. Au niveau du département, vous êtes également en charge de ces questions de l'agriculture. Comptez-vous mettre des actions sur ce domaine-là précisément ? On a des actions très précises. Par exemple, la Moselle a décidé, et c'est le seul département de Grand Est, à apporter une contribution financière aux agriculteurs qui ont connu une sécheresse. C'est 1 500 000 qui ont été versés à l'agriculture. Le département s'engage depuis toujours dans le développement des circuits courts, la création des laboratoires, dans la mise en place d'un certain nombre de marchés, s'engage depuis toujours dans la mise en place de marchés publics qui favorisent la valorisation des produits locaux. Le département s'engage évidemment aussi à aider les agriculteurs qui aujourd'hui mettent en place des filières de valorisation de production de Moselle, Moselaine par exemple sur le territoire de Sarrebourg, qui est un projet porté par des agriculteurs qui vise à utiliser la laine de mouton pour faire de l'isolation. Et donc le département s'engage fortement sur tous ces segments qui permettent à l'agriculture de se diversifier, qui permettent à la Moselle de créer de la valeur ajoutée, de créer des emplois, en définitive de devenir plus résilient.
Une année 2024 vient de s'ouvrir devant nous. Est-ce qu'il y a d'autres axes prioritaires pour vous pour cette année 2024 à traiter de manière prioritaire pour cette année? Bon, vous savez, les dossiers sont prioritaires naturellement au travers de leur consistance et il n'y a pas un dossier qui n'est pas prioritaire. Là où c'est plus compliqué, on pourrait considérer que les dossiers avancent plus vite que d'autres sont plus prioritaires. Non, c'est parce qu'ils sont des fois plus faciles. Et donc, en 2024, on mettra toute l'énergie, et je veux à cet instant remercier à la fois la confiance du Conseil communautaire et du bureau et l'engagement total des élus. Je le disais, mais aussi des collaboratrices et des collaborateurs de l'intercommunalité. C'est important de le rappeler, ce sont 180 agents qui savent faire, depuis le site verrier, en passant par le moulin des Schullers, en passant par la politique familiale, les piscines, notre programmation culturelle, les services techniques. Je crois que c'est une grande famille qui est au service du territoire et donc, naturellement, en 2024, on voudra mettre en œuvre le lancement des opérations de structuration des accès des 3 collèges. Nous avons aménagé l'espace qui est dédié à la sécurisation des abords du site de Meisenthal sur l'espace Gallet. Nous avons vocation à travailler sur les pistes cyclables pour lancer ces premières tranches et vous savez que ce sont des kilomètres de pistes cyclables qui sont attendues. Nous avons une programmation culturelle qu'il va falloir renforcer avec toute une animation au travers de au passage de la flamme le 27 juin qui rentre en Moselle depuis Meisenthal avec une mobilisation des collégiens, avec une mobilisation, j'allais dire, de tous les instants de l'ensemble des acteurs puisque c'est un rendez-vous mondial que nous accueillons à Meisenthal. Je crois que ces sujets-là sont des sujets importants, sans oublier évidemment la poursuite, la mise en œuvre d'une politique santé qui doit être raffermie avec laquelle, et dans le cadre de laquelle nous travaillons dans très étroite collaboration avec les professionnels de santé, mais également avec l'hôpital de Sarreguemines Beach. Donc voilà, tous ces dossiers vont se poursuivre. Vous savez tout le travail que nous conduisons sur les ordures ménagères et puis tout le travail que nous devons conduire encore, et je crois que c'est important dans cette année de sport, autour de la piscine de beach, puisque nous travaillons à une vraie réflexion, à une comparaison entre une réhabilitation et une création. Et donc le travail est en train d'être mené, puisque là aussi, c'est des décisions importantes que nous devons prendre. Et je n'évoquerai pas les dossiers que vous connaissez et qui doivent permettre à ce territoire d'avoir une offre de qualité, mais aussi une offre dans un certain nombre de domaines qui n'existent pas ailleurs, parce que ça nous permet ensuite d'être reconnus au travers de quelques spécificités. Le site verrier en est un, le Simserhof en est un autre. On pourrait évoquer le tir, on pourrait évoquer un certain nombre de segments que beaucoup nous envient et dans lesquels l'élitisme nous est reconnu et le savoir-faire. Et donc, c'est sur ces sujets-là, sur ces dossiers-là, où on va travailler de manière importante. Pour commencer cette nouvelle année et en guise de fin d'interview, je vous propose d'adresser encore un message à nos téléspectateurs sur les vœux pour cette nouvelle année 2024. Moi, je voudrais dire aux téléspectatrices et aux téléspectateurs que il faut aborder l'année 2024 avec optimisme. Je crois qu'on a besoin aujourd'hui de se rendre compte, au travers de la politique mondiale, de la politique européenne, combien on a des territoires qui souffrent. On a besoin de mesurer que la guerre est à nos portes et qu'en définitive, dans cet espace que nous partageons en France, ici au Pays de Beach, on est quand même très préservé, pour ne pas dire chanceux. Naturellement, les choses sont difficiles, mais je crois qu'aujourd'hui, l'esprit de solidarité, l'esprit d'entraide sont des esprits, sont des valeurs qui doivent nous animer aujourd'hui plus qu'hier encore. Et puis dire évidemment aux téléspectatrices et aux téléspectateurs qu'on a besoin que chacun s'engage pour faire rayonner le Pays de Beach, que chacun doit pouvoir mesurer le travail que nous menons collectivement et qu'il ne pourra rayonner qu'à partir du moment où chacun apporte sa contribution. Je crois que c'est important de pouvoir le rappeler et puis de dire évidemment que j'ai beaucoup d'honneur à les défendre tous les jours de la semaine avec une énergie que j'essaye de mobiliser avec l'ensemble des élus, l'ensemble des maires, ma collègue conseillère départementale pour faire de ce territoire un territoire qui rayonne, un territoire qui est reconnu, un territoire qui est respecté et puis un territoire qui en définitive doit pouvoir choisir ses partenaires. Parce que je crois qu'un territoire qui se donne l'avenir, un territoire qui veut gagner est un territoire qui demain choisit ses partenaires en fonction des sujets, qui travaille avec tout le monde, c'est important, mais dont la voix doit être respectée, la voix doit être reconnue, et puis on met en place ce qu'il faut pour que notre voix porte. En tout cas, bonne année 2024, que la santé vous préserve, et puis évidemment, regardons les choses avec optimisme et puis avec engagement. Merci beaucoup, Monsieur Suc, pour cette interview. Merci.